Cette émission vous est présentée en partenariat avec le bureau du député Michel Matte, député provincial de Portneuf. L'émission Fenêtre vous est offerte par la Ville de Saint-Raymond. Alors, Catherine Craig Saint-Louis, vous êtes agente de promotion pour le programme Éconologie. C'est exact. Oui. Oui. Et vous êtes accompagnée de Marianne Théoret, qui, elle, est la personne qui va dans les maisons visiter. Et appliquer le programme, on fait quoi dans ce temps-là? Quand on va dans les maisons, on est deux. On est tout le temps un conseiller puis un technicien. Donc, moi, je fais la partie plus conseil, trucs, astuces pour avoir une meilleure efficacité dans sa maison. Et puis, il y a le technicien qui fait toujours la partie menu travaux, le calfeutrage, on change les produits d'eau comme la pomme de douche ou les aérateurs s'il n'y en a pas dans les robinets. On va réparer des fenêtres qui ont des grosses infiltrations d'air. Fait que c'est des menus travaux pour... encore une fois, avoir une meilleure efficacité, un meilleur confort dans sa demeure. Catherine, expliquez-nous, c'est quoi ça, Éconologie? C'est un programme, c'est un organisme lucratif, non lucratif, c'est quoi? Dans le fond, Éconologie, c'est un programme gratuit du gouvernement. Donc, c'est le Bureau de l'efficacité et de l'innovation énergétique qui, lui, est au sein du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, qui offre ce service-là gratuitement aux gens à revenus modestes. Donc, on a des revenus... Des barèmes de revenus dans lesquels il faut qu'on soit pour qu'on soit admissible au programme. Puis ça s'adresse qu'on soit propriétaire ou locataire. Il faut juste qu'on paye notre chauffage. Donc, il faut qu'on reçoive à la maison une facture pour du chauffage. Donc, que ce soit au mazout, au propane, au gaz naturel ou à l'électricité. Mais pas au bois. Mais en fait, les gens peuvent chauffer au bois tant que ça reste un chauffage d'appoint. Donc voilà. Et quand on parle de personnes à revenus modestes qui sont éligibles ou pas éligibles, c'est quand même un revenu je dirais pas minimal. On parle, je pense que pour une personne, on parle de quoi? Autour de 24 000 $? Autour de ça, puis juste pour vous donner une idée de grandeur, pour une famille, 2 adultes, 2 enfants, là, ça tourne autour de 45 000 dollars, le revenu total qu'il ne faut pas qu'on dépasse. Donc, ça vaut la peine d'appeler si vous pensez que vous êtes admissible à ce niveau-là. Les barèmes sont disponibles sur le site Internet de Éconologie du gouvernement. Et quand on dit appeler, si on reçoit un appel de sollicitation, ça ne vient pas de vous. En fait, non, le programme Éconologie ne fait pas de sollicitation téléphonique. Nous, on contacte surtout, par exemple, les CLSC, les centres locaux d'emploi, les municipalités, etc. Puis, c'est à travers eux là, qu'on envoie des dépliants, des affiches, parfois des lettres à la maison là, pour informer les gens de ce qui se passe puis de ce qu'est le projet. Mais on ne fait pas de la sollicitation directement, en fait. On invite les gens à nous appeler pour se renseigner sur le service puis savoir s'ils ont droit. Marianne, vous qui visitez les maisons, on a l'impression, il me semble, ça fait 20 ans, 30 ans, tout le monde nous raconte, vous autres, vous êtes jeunes, là, mais tout le monde nous raconte tout le temps, il faut faire des mesures d'économie d'énergie, on isole mieux les maisons. On a l'impression que la plupart des maisons sont bien isolées. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est tout à fait faux. C'est sûr que quand on va chez les gens à revenus modestes, c'est pas les gens qui vont habiter dans les plus grosses maisons, donc que vous venez de décrire, qui sont bien isolées, qui ont, si elles sont vieilles, elles ont été réisolées. Donc, on va dans les maisons, puis tu sais, pour un petit 4,5, là, la facture de chauffage, des fois, peut dépasser les 1 000 $. Donc là, il faut tu sais, on se demande vraiment d'où ça vient, cette perte de chaleur-là, si on veut, puis c'est vraiment parce que ça passe à travers les murs, ça passe à travers les fenêtres. Tu sais, souvent, on peut le sentir, hein, même en mettant la main à côté d'une fenêtre ou d'une porte patio, on sent l'air puis on n'est même pas dans les gros froids de l'hiver, là, en ce moment. On est dans un automne assez doux, donc il va faire autour de 5, autour de 10 degrés, puis déjà, on sent vraiment le froid qui rentre à l'intérieur des maisons. Donc, les gens, oui, sont conscients de faire
d'avoir des mesures d'efficacité énergétique ou d'économie d'énergie à faire, tu sais, à appliquer. Puis il y en a beaucoup qui appliquent vraiment beaucoup de choses dans leur vie. Tu sais, la plupart des gens qu'on rencontre, ils lavent leur linge à l'eau froide, ils baissent la température la nuit quand ils vont dormir. Il y en a beaucoup qui sont au courant de fermer les rideaux. Tu sais, il y a beaucoup de choses déjà qui sont dans les mœurs des gens, sauf que quand ta maison est mal isolée puis tu chauffes un peu dehors, comme on dit, t'as bien beau faire tout ce que tu peux à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose à part mettre des plastiques, calfeutrer les portes autant qu'on peut pour améliorer, disons, la situation là, sans tout à fait la corriger. C'est quoi quelles sont les mesures que je vous dirais qui sont les plus payantes pour le résident ou le locataire? Est-ce que c'est les fenêtres? Parce que les murs, on ne peut pas y changer, on ne peut pas souvent les toucher. Là. Ça serait des gros travaux que de réisoler les murs, mais est-ce que c'est surtout les fenêtres? Oui, ben tu sais, c'est des gros travaux qui sont possibles. C'est possible de faire des gros travaux comme ça, mais c'est pas notre mandat à nous. T'sais, nous, on va vraiment aller avec des menus travaux. On touche pas on défait pas des murs. On remet aux gens un dépliant avec des conseils. Puis, sur ce dépliant-là, ça montre un peu la facture d'énergie, comment elle est répartie pour un ménage québécois moyen, si on veut. Puis, il y a 60% de notre facture qui va au chauffage. 15% à l'eau chaude. Fait que, tu sais, juste ces deux morceaux-là, ça fait le 3/4 de notre facture. Là. Fait que pensez-y, si on paye 1000$ d'électricité par année, ça veut dire qu'il y a 750 qui s'en va au chauffage puis à notre eau chaude. Donc, ce qu'on va faire en priorité, c'est de travailler sur ce qui peut permettre d'économiser du chauffage, c'est-à-dire calfeutrer les fenêtres puis les portes. On va faire ça bien avant, mettons, poser un aérateur sur un robinet ou changer une ampoule. Les ampoules, ça a déjà été le cas, là, on n'en donne plus de toute façon, mais on peut informer les gens sur le type d'ampoule qu'ils peuvent utiliser dans leur maison. Mais ça, c'est minime comparé au chauffage, parce que le chauffage, c'est la grosse portion, puis tout le monde le voit. T'sais, notre facture à double ou à triple pendant l'hiver si on n'a pas des modes de versement égaux. Donc, oui, là, ce que vous me demandiez, c'était, nous, dans notre mandat, dans ce qu'on peut effectuer, c'est effectivement les fenêtres et les portes qu'on va calfeutrer en premier. Si on n'est pas admissible parce qu'on gagne un petit peu plus que le seuil minimal, ou encore le chauffage au bois est le principal, je ne sais pas, le mode de chauffage, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire quand même ou bénéficier des conseils techniques d'éconologie? En fait, éconologie, comme on le disait, c'est strictement pour les gens à revenus modestes. Par contre, si vous visitez le site du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, il y a d'autres programmes. Puis ces programmes-là ne sont pas tous pour les mêmes cibles. Donc, il y a d'autres projets, en fait, là, où on peut aller regarder sur le site puis s'informer à ce niveau-là. Puis ça cible d'autres types de citoyens parce qu'éconologie, c'est vraiment spécifiquement pour les revenus modestes. Par contre, ce dont on parle aujourd'hui, là, toutes les mesures pour calfeutrer les fenêtres, les prises électriques, tout ça, c'est des choses dont les gens peuvent s'inspirer puis faire chez eux de toute façon, là, par eux-mêmes. Et qui ne sont pas nécessairement des mesures très coûteuses non plus. Non, ni très, très difficile à mettre en œuvre. Ouais. Bon, supposons que je suis admissible, je vous appelle. Alors, je vous trouve comment? En fait, on a un numéro sans frais, le 1-866-266-0008. Les gens appellent de partout au Québec à ce numéro-là, puis ils vont être dirigés pour leur région. Donc, Vivre en ville, nous, ici, on s'occupe de Capitale-Nationale, Centre du Québec, Bas-Saint-Laurent et Chaudière-Appalaches. Donc, c'est chez nous que ça appelle pour ces 4 régions-là. Et puis, il y a notre conseillère à la prise de rendez-vous qui va vérifier l'admissibilité des gens. Donc, s'ils sont propriétaires ou locataires, s'ils payent une facture de chauffage et puis leurs revenus totaux pour le nombre de personnes dans la maison. Comme je disais tantôt, si c'est 2 enfants, 2 adultes, là, c'est 4 personnes. Donc, on regarde pour ce barème-là. Et puis, on prend un rendez-vous avec le client qui appelle. Et là, la première chose que vous faites, c'est quoi? Vous regardez aussi l'admissibilité, vous remplissez des papiers, vous faites quoi? Oui, bien, c'est ça. En premier, on vérifie l'admissibilité des gens, juste de voir là, la preuve de revenus puis la facture de nos yeux. Puis après ça, avec le technicien, la personne va faire le tour de la maison pour voir qu'est-ce qu'elle a envie qu'il soit fait, qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui est le plus important pour elle. Est-ce que c'est de mettre les plastiques? Est-ce que c'est de travailler sur la porte? Ah oui, il y a des gens qui préfèrent ne pas mettre du plastique dans certaines fenêtres de la maison. Tu sais, fait que ça va vraiment être au choix de l'occupant.
Puis une fois que la visite a été faite, elle s'assoit avec moi, puis on commence à remplir, oui, il y a 1 ou 2 formulaires, il y a un questionnaire, parce que le questionnaire, par les questions que je pose, ben on parle un peu des habitudes de la personne, de la maisonnée. Fait qu'on peut par là donner des conseils ou des choses, tu sais, informer les gens sur des choses qu'ils savent pas déjà. Puis le technicien, pendant ce temps-là, je dis « parce qu'on est 3 équipes, puis ben nos 3 techniciens sont des hommes. Fait que pendant ce temps-là, le technicien fait les interventions sur les fenêtres, portes, pommeaux de douche. C'est ça. C'est surtout sur ça qu'on intervient. Là. Fait que... Ça prend combien de temps, à peu près? Rendez-vous, on compte 1 heure? Ou... 1h30. On a 1h30 à louer par visite, donc ça tourne toujours autour de ça. À moins qu'il y ait moins de choses à faire, mais je vous dirais que on s'arrange toujours pour rester puis donner des conseils pendant cette heure et demie-là. Il y a un deuxième volet qui est de remplacer les vieux thermostats par des thermostats électroniques. Mais je comprends que y a-tu d'autres conditions d'admissibilité? Comment ça marche? Ben, en fait, une des majeures conditions, c'est d'avoir eu le volet 1. Donc, de toute façon, c'est important d'appeler pour le volet 1 puis pour qu'on vienne vous visiter avec 2 conseillers à la maison. Puis c'est les conseillers sur place qui vont pouvoir vérifier les derniers critères parce que c'est un petit peu plus technique à ce niveau-là. On regarde vraiment quel type de chauffage est admissible, etc. Donc, il faut vraiment que les conseillers soient sur place pour vérifier les derniers critères d'admissibilité. Pourquoi, Marianne, changer les thermostats? Un thermostat, c'est un thermostat. Est-ce qu'il y a vraiment des économies? Oui, on dit qu'il peut y avoir une économie de 10% sur la facture de chauffage entre un thermostat électronique puis les vieux thermostats à roulettes. Là. Tu sais, comment je l'illustre, là, puis mes collègues, la même chose. Un thermostat à roulettes, là, on fonctionne beaucoup par clic. Hein? Ah, il fait froid. Ah, on va le monter, clic. OK, c'est bon. Puis là, après ça, on a chaud. Un clic, on le descend. C'est pas du tout précis. Tu sais, on peut lui demander 20, mais en fait, le thermostat, au lieu de se tenir à 20, il va vraiment faire des écarts, puis il va chauffer jusqu'à 25, après ça, il va arrêter, il va attendre que ça rebaisse jusqu'à 15. Fait que, tu sais, vous pouvez voir, là, il y a vraiment des grandes variations, tandis que le thermostat électronique, lui, si on lui demande 20, bien, il va varier entre 20,5 et 19,5. Puis il va pas toujours fonctionner à 100% de sa capacité. Des fois, il va fonctionner à 20% ou à 40%. Tu sais, il va vraiment y aller donner des petites impulsions de chaleur pour maintenir la température, tandis que l'autre, le vieux thermostat à roulette, lui, il va toujours fonctionner à 100% quand il fonctionne. Donc, on est moins confortable, puis ça nous coûte plus cher. Pour les gens de Portneuf, on n'attend pas que quelqu'un nous sollicite. Si c'est le cas, c'est une entreprise qui essaye de nous vendre ses services et on n'en a pas besoin. C'est ce qu'on comprend. En fait, nous, on ne vous appellera pas à la maison, mais on attend vos appels pour venir aider au confort de votre logis, en effet. D'accord. Bien, dans notre deuxième partie, je pense qu'on va aller profiter de votre technicien, Éric Trudel, qui va nous montrer comment on procède. Monsieur Trudel, Éric, on voit une porte patio devant nous. Tout le monde quasiment a une porte patio chez eux. Oui. Est-ce que c'est un endroit où il se perd de la chaleur? C'est sûr que toutes les vitres s'en perdent un peu, là, mais est-ce que c'est un endroit où c'est plus difficile qu'ailleurs? Bien, les portes patio, comme toutes les portes et comme toutes les fenêtres, c'est sûr qu'à partir du moment où on a une ouverture, il y a toujours des petites pertes de chaleur. C'est jamais aussi étanche qu'un mur fermé. Les portes patio, c'est d'autant plus vrai que c'est une grosse surface qui est vitrée. Donc, même s'il n'y a pas d'infiltration d'air de prime abord, il y a quand même le fait que la fenêtre, elle vient très froide en hiver. C'est toujours beaucoup plus froid qu'un mur. Donc, cette fraîcheur-là, elle est radiée à l'intérieur de la maison. Puis sinon, vu que c'est une porte coulissante, il y a aussi souvent des infiltrations d'air. Nous, sur les fenêtres ainsi que les portes patio, ce qu'on privilégie beaucoup, c'est de poser des pellicules plastiques comme ça ici. Ça prend uniquement une petite roulette de tape, en fait, qui colle sur les deux côtés. C'est des matériaux qui sont faits pour ça, qu'on peut trouver en quincaillerie. Et on va venir, à ce moment-là, poser une petite bande autocollante sur le bord de la fenêtre. On choisit toujours le côté qui est le plus loin possible de la fenêtre, parce qu'en fait, ça va être l'air qui est emprisonné entre le plastique et la fenêtre qui va créer l'isolant. Donc, plus il y en a, mieux c'est. Alors, on privilégie toujours le cadre le plus loin. On met la bande autocollante sur tout le cadre. Et ensuite, on va venir déplier, appliquer une pellicule plastique sur la fenêtre qu'on va par la suite chauffer à l'aide d'un séchoir à cheveux pour la rendre complètement tendue comme un tambour. Et il se crée en fait un effet là, comme
un seal en fait entre le plastique et la fenêtre qui va venir emprisonner l'air, qui va être un isolant. Et donc le plastique va empêcher les infiltrations d'air et il va faire aussi que le plastique ne viendra pas aussi froid que la fenêtre à cause qu'il y a de l'air entre les deux. Il ne sera pas plus froid que le mur. Donc on arrête de radier la fraîcheur des fenêtres et des portes patio. Toujours à l'intérieur, jamais à l'extérieur? Toujours à l'intérieur, jamais à l'extérieur. Nous, toutes les interventions qu'on fait se passent à l'intérieur de la maison. Ben, pour revenir à l'humidité, les gens, c'est ça, des fois, qui ont de l'humidité dans leur fenêtre. L'humidité, on va toujours la trouver sur la fenêtre la plus froide. Donc, ça va être, autrement dit, la fenêtre intérieure. Parce que l'humidité, ce qu'elle cherche à faire, c'est à aller vers le froid. Donc, s'il y avait une ouverture, elle sortirait dehors au lieu d'aller à la fenêtre. Donc, le fait de mettre des plastiques fait que, comme le plastique ne vient pas aussi froid que la fenêtre, il n'y aura plus d'humidité, autrement dit, dans les fenêtres, en le posant par l'intérieur, bien sûr. Monsieur Trudel, dans le programme d'éconologie, il y a le remplacement dans la robinetterie là, ou l'installation d'un aérateur. Oui. Pourquoi? En fait, l'aérateur, c'est que c'est une petite pièce, en fait, c'est le petit morceau qu'il y a sous votre évier, en fait, au bout de l'évier avec la petite grille. Nous, on en installe, en fait, parce que quand il n'y en a pas, c'est uniquement de l'eau qui passe. L'aérateur, son rôle, lui, c'est d'envoyer des bulles d'air dans l'eau, et les bulles d'air prennent un espace, donc quand on rouvre l'eau, on consomme moins d'eau à ce moment-là, parce que notre jet est rempli de bulles d'air. Et quand on consomme de l'eau chaude, alors c'est moins d'eau chaude. On fait pareil pour les pommes de douche. On regarde si les pommes de douche sont à débit réduit. Dans le cas où ils sont à débit réduit, on ne les change pas. Pareil pour les aérateurs, dans le cas où ils sont fonctionnels, on ne les change pas. Mais quand il n'y en a pas ou quand les pommes de douche sont à débit non réduit, alors on en installe des pommes de douche à débit réduit. Est-ce qu'on installe les aérateurs pour l'évier de la cuisine, l'évier de la salle de bain? Exactement, évier de cuisine, évier de salle de bain. Il y a juste finalement sur le bain où il n'y en a pas. Sur la robinetterie des bains, il n'y a jamais d'aérateur, puisque quand on coule un bain, on n'a pas besoin de sauver de l'eau. On veut qu'il y ait le plus d'eau possible dans notre bain. Fait que c'est la seule place qu'il n'y en a pas. Alors, je comprends que vous allez nous faire une petite démonstration. Oui, bien sûr. On peut aller regarder déjà, voir la pomme de douche, c'est à débit réduit. Alors ici, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'aérateur au robinet. On voit que le jet d'eau est très très clair. C'est uniquement de l'eau qui passe. Et l'eau, là, on voit, ça s'en va de tous les côtés. Alors nous, on installe pour les robinets de cuisine des petits aérateurs comme ça, qui se vendent dans toute bonne quincaillerie. On vient juste, autrement dit, le fixer sur le bout du robinet. Et là, vous allez voir que le jet est beaucoup plus dense et le jet va être beaucoup plus blanc. Vous voyez, on a un jet blanc, c'est qu'il y a beaucoup de bulles d'air à l'intérieur. Et dans ce format d'aérateur-là, on a aussi la fonction douche, qui peut être le fun là, pour laver l'évier ou encore les légumes. D'après vous, on peut économiser quoi? À la moitié de l'eau presque avec ça? C'est toujours dur à dire. Je sais que pour ce qui est du cas des pommes de douche, par exemple, si on parle de la moitié, vu que les pommes de douche sont à 9,5 litres minute à débit réduit, à l'inverse de 17, je crois quand c'est pas à débit réduit. Pour les aérateurs, là, c'est un petit peu plus dur à dire, mais reste que c'est sûr que ça économise quand même un petit peu d'eau. Alors, M. Trudel, nous sommes devant une porte d'entrée, évidemment. Toutes les maisons ont des portes. Qu'est-ce que vous faites quand vous arrivez devant ces portes-là? Est-ce qu'en général, il y a beaucoup d'infiltration d'air? Ça se passe comment? Les portes sont souvent problématiques. Fait que nous, ce qu'on fait, parce que ce qui arrive, c'est que c'est des portes de métal, c'est des portes simples. Anciennement, il y avait souvent 2 portes en bois. Le bois étant pas conducteur de froid, c'était des portes qui étaient moins froides. Le fait qu'il y en ait 2, c'était déjà assez isolé en soi. Si les coupes-froids sur le tour des portes étaient bien faits, ça pouvait être assez résistant au froid. Maintenant, esthétiquement parlant, les gens préfèrent avoir une porte de métal. C'est une porte qui donne directement sur l'extérieur, qui est en métal. Déjà, la porte, elle vient très, très froide l'hiver, fait que ça dégage beaucoup de fraîcheur. Mais c'est problématique aussi parce que si les coupes-froids sur le tour de la porte sont en mauvais état, vu qu'il y a juste une seule porte, ben c'est pas très long qu'on peut sentir le froid. Alors nous, les interventions qu'on peut faire, c'est qu'on va regarder par l'extérieur, voir si les coupes-froids, exemple magnétiques sur la porte, s'ils adhèrent bien à la porte. Si c'est le cas, on ne les change pas. On peut changer les coupes-froids magnétiques. On regarde aussi les bas de porte, si les bas de porte sont en bon état. Un bas de porte, ça contient des petites lattes en caoutchouc. On s'assure que les lattes sont toujours là. Si le bas de porte est en mauvais état, on peut le changer aussi. Quand je vous dis les petites lattes, c'est qu'ici, on a un exemple de bas de porte. C'est un modèle qu'on pose beaucoup. Alors, il y a les petites lattes qui sont à l'avant. À la longue, des fois, quand ça frotte, ils disparaissent. Fait que nous, on les remplace. On peut changer le bas de porte. On peut aussi, dans le cas des portes en bois, poser des seuils. C'est une pièce d'aluminium, en fait, avec un coupe-froid en caoutchouc au bout. Ça va être vraiment plus installé au niveau des portes en bois. Autrement, comme je vous disais, on peut changer les coupe-froids magnétiques, mais s'ils ne sont pas trop maganés, qu'il y a juste un petit espace, en fait,
entre les deux. Il y a différentes sortes là, de petites mousses qu'on peut venir coller sur le coupe-froid. Si, exemple, il y a un petit jeu qui vient qui touche pas à la porte, on rajoute ça directement sur le coupe-froid et ça va venir, bien sceller là, la porte et le coupe-froid pour plus qu'il y ait d'infiltration d'air. Est-ce que la plupart des gens la plupart des résidences que vous visitez, est-ce que, en général, ce que vous voyez, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'infiltration? Par les portes, oui, effectivement. Ouais, vraiment beaucoup d'infiltration. Là, je vous dirais que dans à peu près toutes les visites où on va, il y a toujours une porte sur laquelle on travaille un peu. Il va vraiment dans quasiment les bâtiments qu'on visite, que ce soit des appartements ou des maisons. OK. Alors, si votre verdict, quand vous regardez cette porte-là, ça semblait correct? Ben, en fait, c'était correct au niveau des coupes froids. Il y avait juste un petit jeu ici. Fait qu'on pourra rajouter du coupe-bise, là. Ce que nous, on appelle du coupe-bise, que je vous parlais tout à l'heure, là, les petits coupes froids comme le petit ruban. On rajouterait juste ça pour venir, là, pour venir ajuster la porte, autrement dit, puis qu'il n'y ait plus d'infiltration d'air. Alors, M. Trudel, Éric, on est devant une prise de courant. Oui. Ça se peut-tu, des fois, qu'on sente de l'air froid venant des prises de courant? Oui, en fait, ça se peut très bien, surtout venant des prises de courant qui donnent sur les murs extérieurs. Nous, l'intervention qu'on fait, en fait, c'est qu'il existe des petites mousses comme ça qui sont pré-coupées. Il y en a qui sont faites pour les prises comme on a ici avec les deux petits visages de Vidéotron. Autrement, il y en a aussi qui sont faits pour les interrupteurs. Il y en a des prises pour les carrés. On en a différents modèles. C'est juste une petite mousse, autrement dit, qu'on va venir placer derrière la plaquette. On la rajoute comme ça. Et ça vient, autrement dit, calfeutrer, là, parce que souvent, les prises de courant n'ont pas été isolées. Donc, on va venir calfeutrer la petite prise comme ça. Et on fait juste remettre, à ce moment-là, la plaquette par-dessus. Et il n'y aura plus d'infiltration d'air au niveau des fenêtres. Au niveau des prises. Et c'est ça. On peut toujours aussi rajouter, parce que des fois, ayant calfeutré le contour, alors là, on va sentir vraiment le vent qui va sortir par les trous de la prise. On peut acheter à ce moment-là des petits capuchons qui sont faits pour pas que les enfants mettent les doigts dans la prise. Ouais. On rajoute ces petits capuchons-là dans les prises qu'on utilise moins souvent. Comme ça, ils sont calfeutrés là, complètement. Alors ça coûte rien. Ça coûte pas grand-chose. Dans toute bonne quincaillerie, là, ça se vend généralement en paquet. Donc, on compte combien on a de prises à la maison. On passe en quincaillerie, on achète le petit paquet. Et puis, on fait le tour de nos prises qui donnent sur les murs extérieurs seulement. Bonjour. On est devant une douche. Il y a une pomme de douche. Mais c'est quoi une pomme de douche à débit réduit? Comme je disais tout à l'heure, nous, on va regarder là, les pommes de douche. On va regarder comme ici la dame. Moi, je les reconnais, si on veut. Mais généralement, il y a toujours un endroit où on va voir le 9,5 litres minute. Alors là, je m'aperçois que c'est une pomme de douche qui est déjà à débit réduit. On l'essaie, on regarde voir si le jet est encore beau, s'il n'y a pas de fuite nulle part. Donc moi, c'est ça, je peux regarder. Je vais essayer la douche. On voit que tout est beau, il n'y a pas de fuite. Alors, j'éteins et j'ai pas besoin, en fait, de changer la pomme de douche. Si ça avait été le cas, qu'on aurait eu une pomme de douche qui n'était pas à débit réduit, on installe deux types de pommes de douche. Il y a la pomme de douche téléphone, qu'on appelle, celle qui a un long fil. Généralement, vu que c'est gratuit pour les gens qui ont le choix entre les deux, la plupart des gens aiment avoir la pomme de douche téléphone, surtout quand ils ont des enfants ou pour pouvoir, c'est ça, là, mieux rincer finalement là, les petits-enfants. Autrement, on peut quand même poser la pomme de douche à débit réduit fixe. C'est la même chose, c'est juste que là, à ce moment-là, on n'a pas de fil. Mais dans les deux cas, c'est deux produits qui sont à 9,5 litres minute. Donc, c'est ça qu'il faut aller voir sur notre pomme de douche, voir s'il y a le petit 9,5 litres pour savoir si elle est à débit réduit. J'imagine, bon, surtout, évidemment, si on a des grands ados à la maison, qui est souvent, bon, le lavage de cheveux, il prend un peu de temps. C'est ça, c'est vrai. D'ailleurs, une autre chose qu'on installe, on a des petits sabliers de douche. C'est un petit sablier qui dure 5 minutes et qu'on peut tourner. On le colle au mur avec une suce et on les offre beaucoup aux familles qui ont des ados, justement. C'est 5 minutes chaque fois qu'on le tourne. Fait qu'on dit que nous, c'est des douches entre 5 et 10 minutes maximum. Fait qu'on dit aux ados qui ont le droit de le tourner un maximum de 2 fois. On explique aussi aux gens qu'une douche prend moins d'eau qu'un bain. Et une bonne façon de faire le test pour les gens, c'est de prendre la douche avec le bouchon au fond du bain, quand c'est une douche qui est dans un bain. Vous allez voir que si vous prenez une douche entre 5 et 10 minutes, ça ne remplit pas le bain là, comme si on voulait se couler un bain dans la baignoire. Est-ce que c'est une grosse source d'économie d'énergie par rapport au bain traditionnel?
Ben, c'est une grosse source. C'est toujours dur à évaluer ces choses-là, mais nous, on dit toujours aux gens que c'est en faisant toutes les petites actions qu'on leur propose ça va finir, autrement dit, au bout du compte, par valoir la peine de l'avoir fait, là. Faut pas se dire, exemple, bon, ben là, je me pose une douche téléphone, je m'attends à sauver 10 dans l'année, tu sais. Il faut se dire que toutes les petites actions qu'on fait, ben, c'est des actions qui, mises ensemble, font une différence au bout de l'année.